qu'est devenue la promesse démocratique portée en 1991 par les conférences nationales. 31 ans plus tard, malgré l'instauration du multipartisme, la résurgence des coups de force depuis 2 ans interroge sur l'ancrage démocratique du continent. Christopher Formignon, bonjour. Bonjour. Pour commencer, une réaction à cette réunion tenue au Malawi récemment, en présence d'anciennes femmes chefs d'État, sur l'implication des femmes en politique et leur inclusion dans les espaces décisionnels. Selon vous, pour quelles raisons les femmes sont-elles encore si peu nombreuses à occuper l'espace politique ? Effectivement, c'est une interrogation tout à fait légitime parce que nous devons nous rendre à l'évidence que nous ne pourrons jamais, le continent africain, l'Afrique ne pourra jamais atteindre ses objectifs de développement économique et politique sans la participation effective des femmes qui représentent plus de 50% de notre population. Alors, 25 ans après la conférence de Beijing, 20 ans à peu près après la résolution du Conseil de sécurité, la résolution 1325 sur l'implication des femmes en politique et dans le processus de paix, il est à reconnaître que des avancées n'ont pas été significatives. Alors au jour d'aujourd'hui, nous avons une seule femme qui a été élue, démocratiquement élue présidente de la République en Afrique. Nous avons 2 autres qui ont servi à raison des transitions politiques. Nous avons une qui est en service en ce moment en Tanzanie. Donc beaucoup de travail reste à faire et il faut se le rappeler de temps en temps. Parlons à présent de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso. La CEDEAO menaçait de sanctions les autorités de la transition si l'ancien président Kaboré n'était pas libéré. Cette condition posée aux autorités burkinabées donne le sentiment que la CEDEAO fait preuve d'indulgence à l'endroit du Burkina Faso et même du Mali et même de la Guinée, puisque la Guinée a jusqu'à fin avril pour présenter un chronogramme. L'institution est plus intransigeante vis-à-vis des autorités de la transition au Mali. Est-ce que vous comprenez cette différence de traitement ? Oui, je pense que ça peut se comprendre dans ce sens que pour le cas du Mali, la CEDEAO avait aussi insisté et exigé la libération de l'ancien président, feu le président Ibrahim Boubacar Keïta. Et en Guinée également, la CEDEAO avait exigé la libération d'Alpha Condé et du moins l'autorisation pour qu'il parte se soigner. Donc, on sent qu'il y a quand même une certaine constance par le fait que l'organisation sous-régionale demande à ce que les chefs d'État, même s'ils sont déchus de leurs fonctions, retrouvent leur liberté et leur liberté de mouvement et du moins que leur sécurité soit garantie. Il faut aussi se rendre à l'évidence que lorsque le Mali avait connu ce coup d'État, les militaires, la CEDEAO avait donné un temps pour que les militaires puissent revenir avec un chronogramme spécifique. Et c'est lorsque les militaires n'ont pas respecté cette ouverture de la part de la CEDEAO que les relations sont devenues très tendues. Mais je crois que si le Burkina Faso et la Guinée respectent les exigences de la CEDEAO et que d'ici fin avril, on a des chronogrammes fixes, je crois que ces 2 transitions pourront se dérouler avec un certain degré de normalité. L'Afrique de l'Ouest a enregistré en l'espace de 2 ans 4 coups d'État, 2 au Mali, 1 au Burkina Faso, 1 en Guinée. Qu'est-ce que cela dit de l'état de la démocratie dans cette région ? Effectivement, cela témoigne la fragilité des acquis démocratiques de ces 2 dernières décennies, parce que jusqu'à 2015, on parlait tous de l'Afrique de l'Ouest comme une sous-région très prometteuse. On était tous très fiers des résultats obtenus en matière de démocratisation et de bonne gouvernance, mais il faut avouer que depuis 2015, la sous-région fait un peu marche arrière. Deuxièmement, il faut aussi reconnaître que ce n'est pas seulement un problème de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons connu un coup d'État au Tchad, nous avons connu un coup d'État au Soudan. Donc, c'est pour dire que tout le continent africain reste menacé et que la démocratie est encore très fragile sur le continent. Alors, sur le continent, il y a les ruptures démocratiques, mais qui ne se limitent pas aux coups de force. Il y a également les révisions constitutionnelles.
Le multipartisme instauré au lendemain des conférences nationales qui se sont tenues en 1991 n'était-il qu'un leurre? Vous avez parfaitement raison, parce que nous avons tous célébré ces différentes transitions qui ont eu lieu dans les années 90. Et il y avait une effervescence, un enthousiasme par rapport au retour du multipartisme. Mais il est aussi vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions, surtout pour la nouvelle génération de jeunes Africains qui n'avaient pas connu les régimes militaires ou les régimes à parti unique. Et c'est là aussi que beaucoup d'Africains font des reproches à nos organisations régionales ou sous-régionales comme l'Union africaine et la CEDEAO ou bien la SADC, pour dire que lorsque un chef d'État démocratiquement élu se met à manigancer avec la constitution du pays, il est aussi important que ces organisations se fassent entendre pour ne pas attendre que les militaires interviennent pour condamner l'émergence des coups d'État. Donc c'est pour dire que la démocratie reste une œuvre inachevée et qu'il va falloir la travailler au quotidien et veiller à ce que tout un chacun puisse jouer correctement son rôle. Mais quel est le rôle justement d'une institution comme la vôtre, le National Democratic Institute, à côté de ces pays, pour justement les conduire sur la route d'une démocratie durable? Effectivement, nous pouvons, comme toute organisation non gouvernementale, nous pouvons jouer un rôle d'accompagnement. C'est-à-dire, nous mettons à la disposition des différents pays les expériences que nous avons, l'expertise maison, comme l'expertise des experts venant des autres horizons qui ont vécu les mêmes difficultés, les mêmes défis et qui ont réussi chacun dans son pays à faire ancrer la démocratie comme mode de gouvernance. Et vous verrez à travers le continent que les pays qui ont vraiment bénéficié de notre appui et qui ont accepté à bonne volonté, à cœur ouvert, cette contribution, cette assistance technique du NDI et des autres structures de la même, qui travaillent dans la même espace, ont pu vraiment faire du progrès. C'est pour cela que lorsque je descends dans un pays comme le Malawi aujourd'hui, 45% du gouvernement du Malawi est fait de femmes. 41% des membres du gouvernement est fait de femmes. 45% des diplomates de ce pays sont des femmes et 50% de toutes les nominations dans le pouvoir judiciaire sont constituées des femmes. Ça voudrait dire que ce pays, qui à l'époque était un pays à parti unique, a fait beaucoup de progrès dans le domaine de la démocratisation. Et des exemples comme celui-là se multiplient de plus en plus sur le continent. Alors, la démocratisation est-elle, selon vous, Christophe Muñoz, une question de volonté politique du leader qui dirige le pays? Je crois qu'il y a deux phénomènes qui doivent se conjuguer. C'est-à-dire, certes, il doit y avoir une volonté politique des gouvernants, donc des leaders, mais en même temps aussi une volonté, une soif une soif de la démocratie et de la bonne gouvernance de la part des populations à la base. Et lorsqu'on voit une population très éveillée, très motivée, très instruite et très attachée aux principes démocratiques, il devient de plus en plus difficile à ce que les leaders qui voudraient s'éterniser au pouvoir puissent le faire. Mais lorsqu'on voit que les leaders ne jouissent pas d'une bonne volonté et qu'en même temps, les populations ne sont pas éveillées, cette combinaison vraiment place la démocratie dans une très mauvaise posture. Et c'est ce qui explique pour certains de nos pays que ces pays-là n'ont pas connu une avancée depuis les années de 90, les années d'espoir. Alors sur le continent, quel est selon vous le meilleur élève sur le plan démocratique? C'est une bonne question parce que surtout pour la jeune génération d'Africains, dans les années 90, on ne comptait que 4 bons élèves sur le continent. Il y avait le Sénégal, la Gambie, le Botswana et l'île Maurice. Mais au jour d'aujourd'hui, on peut compter plus d'une douzaine de pays qui se battent et qui œuvrent et qui travaillent dans le bon sens. En plus du Sénégal, on peut citer le Ghana, par exemple, en Afrique de l'Ouest. On peut citer le Botswana, le Malawi, la Zambie, l'île Maurice et beaucoup de pays qui ont connu des alternances démocratiques par la voie des élections crédibles
et accepté par par tout le monde. Donc, il y a du progrès, mais en même temps, il faut reconnaître qu'il y a encore du travail à faire. L'ancien président français Jacques Chirac avait dit que l'Afrique n'était pas mûre pour la démocratie. Avez-vous bon espoir qu'elle le soit un jour et quels sont les préalables? À l'époque, je m'étais porté en faux contre cette déclaration du feu le président Jacques Chirac parce que je ne conçois pas que quelqu'un puisse se lever pour dire que nous autres, Africains, on n'a pas droit à la liberté, on ne peut pas espérer être bien gouverné, on ne peut pas espérer aux mêmes libertés que jouissent les citoyens sur d'autres continents du monde. Et je trouve ensuite que la démocratie n'est pas une valeur étrangère aux Africains. Dans nos cultures, dans nos mœurs, il y a des pratiques, même si on les appelle différemment, dans nos langues nationales respectives. Il y a des valeurs qui cadrent avec les valeurs de la démocratie moderne. Donc, je suis parmi ceux qui pensent, qui est convaincu d'ailleurs, que les Africains ont droit à vivre avec les mêmes libertés et les mêmes droits et les mêmes responsabilités que les citoyens sur d'autres continents du monde. Je crois que l'Afrique fait son chemin. Effectivement, il y a des pays qui nous retardent encore, qui retournent sur les mauvaises habitudes du passé, mais il y a beaucoup de pays africains qui font des avancées remarquables et qu'il faudra saluer et encourager. Christopher Famounian, pour terminer, cette résurgence des coups d'État en Afrique vous inquiète-t-elle? Oui, elle m'inquiète pour diverses raisons. D'abord parce que cela capte un peu la fragilité de nos différents pays, comme je l'évoquais au début de notre entretien. Deuxièmement, parce qu'on voit de plus en plus des influences étrangères nuisives et négatives qui peuvent influencer dans le mauvais sens l'évolution de la démocratie et de la bonne gouvernance sur le continent. Je pense aux extrémistes violents qui descend à travers le Sahel, qui maintenant menace la plupart des pays dans le Sahel, mais aussi des pays côtiers. Je pense aussi aux influences illibérales, comme l'influence chinoise ou russe, qui vient avec une autre version en matière de gouvernance et qui semble vouloir véhiculer le message qu'on peut se développer sans créer des espaces de liberté et de la bonne gouvernance et de la démocratie. Donc il y a des inquiétudes, mais il va falloir veiller parce que, heureusement, la société civile africaine, la jeunesse africaine est en train de se battre et mérite tout notre encouragement et tout notre soutien. Christopher Famounian, merci. À moi de vous remercier.